Mon invité aujourd'hui est Pierre Gattaz, le président du GFI, le groupement des fédérations industrielles, et par ailleurs PDG du groupe d'équipement électronique Radial. Il est candidat à la succession de Laurence Parisot à la tête du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors pourquoi cette candidature? Vous vous dites très déterminé, d'autant plus que vous accusez Laurence Parisot de vouloir modifier les statuts de l'organisation, bref, de modifier les règles du jeu avant même ou juste avant le scrutin. Oui, je crois que Laurence Parisot a fait un très bon boulot. Oui, vous le dites souvent, elle a fait un bon job. Elle a fait un bon job parce que c'est un job difficile, il faut avoir du courage, de la ténacité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, 8 ans, 5 plus 3, c'est déjà long, et je crois qu'il y a des règles du jeu. Si on devait changer les statuts, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, je pense que ce serait bien qu'on continue les règles du jeu et que Laurence puisse nous dire on veut bien changer les statuts, mais ça ne s'appliquera pas à moi-même. Donc j'attends cette affirmation. Alors vous attendez cette réponse de la part de Laurence Parisot. Ça veut dire que vous ne la croyez pas tout à fait quand elle dit que sa demande de modifier les statuts de l'organisation ne la concernerait pas forcément, effectivement, et qu'elle n'avait pas encore pris sa décision à ce sujet. Vous ne la croyez pas tout à fait, vous pensez qu'elle pourrait donc décider de poursuivre en quelque sorte? Écoutez, Laurence Parisot nous a dit qu'elle prendrait son opinion dans un mois et demi. Ouais. Je crois qu'on va attendre. Pour l'instant, si vous voulez, la campagne s'annonce. Nous sommes à 5-6 mois de l'élection du président du MEDEF. Oui. Il faut maintenant attendre la décision de Laurence et peut-être l'avis du comité statutaire qui se prononcera dans quelques semaines, d'après ce que j'ai compris. Bon, sans oublier donc le conseil exécutif et puis éventuellement l'AG, où il faut, et ça ne serait pas une mince affaire, les 2/3 des scrutins. Absolument. Alors, pourquoi ce bilan positif, vous nous dites, et à plusieurs reprises, vous avez parlé, je le disais tout à l'heure, qu'elle a fait le job. Qu'est-ce qu'a fait de bien Laurence Parisot, selon vous? Et je crois que, si vous voulez, elle a incarné quand même un patronat assez moderne. Oui. Il y a eu des négociations difficiles. La toute dernière était une belle négociation sur la flexi-sécurité. Sur l'emploi, on va y revenir, oui. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment sur la pédagogie économique du pays. La France est un des pays, si vous voulez, où on a l'impression que les règles économiques et de la mondialisation ne sont pas encore très bien acceptées, comme on le voit par contre dans tous les pays émergents, dans les pays émergés, bien évidemment. Je crois que la France a besoin encore qu'on parte de l'économie, et Laurence a fait un travail de pédagogie tout à fait intéressante sur ce thème-là. Oui, vous dites en plus que finalement elle devrait réussir sa sortie, puisqu'elle a réussi du moins la fin de son mandat, parce que tout n'a pas été simple, hein. Évidemment, on se souvient de l'affront de certaines organisations pendant une partie de son mandat. Mais alors, si elle a fait le job, pourquoi ne pas poursuivre dans la mesure, avec 2 années supplémentaires, dans la mesure où la conjoncture primo n'est pas facile, et puis qu'on a eu un climat anti-patron qui, si il est peut-être en train de s'amoindrir de la part du gouvernement, n'en reste peut-être pas moins réel non plus. Alors, pourquoi ne pas prolonger de 2 ans? Je crois que c'est une question de démocratie aussi. Ouais. Il faut à la tête du MEDEF un entrepreneur opérationnel qui vient de l'entreprise, qui est chef d'entreprise et qui sent le pouls de ses salariés, de l'environnement, des commandes. Je crois que c'est très important de sentir l'urgence. Lorsqu'on est président du MEDEF, ça me paraît fondamental. 5 plus 3, c'est-à-dire 8 ans, c'est déjà très très long. En plus, si on veut avoir un entrepreneur à la tête du MEDEF, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de mettre entre parenthèses son entreprise. Donc moi, si on devait changer les statuts du MEDEF, je crois que ce serait mieux de les raccourcir pour éventuellement faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, et de façon exceptionnelle, 2 ou 3 ans de plus, mais ce serait de façon exceptionnelle. En plus, si vous voulez, je crois que c'est bon pour l'exemplarité. Vous savez, le MEDEF allemand qui s'appelle le BDI, c'est 2 fois 2 ans. Alors c'est peut-être un petit peu court, mais je crois que 5 ans renouvelables en plus, une fois, comme le propose Laurence Parisot, ce qui ferait 10 ans, c'est énorme. Laurence a déjà connu 3 présidents de la République. Donc je crois que pour la démocratie, l'exemplarité, et pour le fait que le MEDEF respire et soit bien en phase avec, je dirais, les problèmes des entrepreneurs de terrain, il me paraît fondamental qu'on puisse changer plus régulièrement. Alors, je propose un MEDEF de terrain à l'écoute des entrepreneurs qui travaillent avec et pour eux. Je veux un MEDEF de reconnaissance. L'entreprise, ce n'est pas la lutte des classes, mais avant tout des innovations, des projets, des croissances, des technologies, etc. qu'on exporte. Interview dans Le Figaro. Est-ce à dire, si je lis en filigrane, qu'avec Mme Parisot, le MEDEF, ce n'était pas tout à fait ça?
Non, je crois qu'il y a deux focales pour un patron du MEDEF, tel que je le vois. Vous avez le problème des grands défis de la France, les problèmes monétaires, les problèmes de retraite, de protection sociale, de dépenses publiques qui sont énormes, sur lesquels le MEDEF doit avoir des positions, des doctrines, et faire de la pédagogie aussi auprès des élus du gouvernement. Et puis, il faut avoir une autre focale qui est celle du terrain. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise de terrain, qu'ils soient artisans, PME, ETI, grands groupes, ils ont 3 ou 4 grands problèmes à régler. C'est des problèmes de coût du travail, de compétitivité, ils ont des problèmes de fiscalité, ils ont des problèmes de financement, ils ont des problèmes de marché du travail et d'environnement réglementaire qui est très compliqué, qui doit être simplifié. Et c'est cette vision qui manquerait en quelque sorte, ou qui aurait manqué. Alors, encore une fois, si vous voulez, chacun vient avec sa personnalité, son expérience. Je ne veux pas critiquer Laurence Parisot comme je ne veux pas critiquer l'ancien président du MEDEF. Quand vous changez dans une démocratie, vous avez un nouveau président qui arrive. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans l'industrie, une vingtaine d'années que je gère ma propre société. Et en plus, ça fait plus de 12 ans que je suis dans les instances de fédérations professionnelles, de syndicats. Donc je vois cette double focale qui est très importante. En effet, il faut être capable d'infléchir les grandes politiques, notamment sur les dépenses publiques. C'est un thème très important parce que les dépenses publiques d'aujourd'hui font les impôts de demain et le chômage d'après-demain. Si on ne règle pas en amont les causes racines de cette fiscalité qui devient de plus en plus lourde et donc qui entraîne des charges, un coût du travail très élevé, on n'arrivera jamais à régler le problème. Donc il faut à la fois travailler sur l'urgence du terrain, de ce que veulent les chefs d'entreprise, et en plus, en parallèle, arriver à avoir des réflexions et des propositions tout à fait intéressantes et concrètes sur les grands défis du pays. Et là, en quelque sorte, vous venez de nous détailler quels seraient vos programmes si vous étiez élu à la tête du MEDEF ? Oui, si vous voulez, un MEDEF de conviction, de combat, je dirais, pour lutter contre l'idéologie. Vous savez, il y a beaucoup de dogmes. C'est assez curieux. On voit la France est un pays où il y a encore de la lutte des classes, où on a encore des dogmes sur des tas de choses. Et je trouve que c'est très malsain, je vous le disais en début de cette interview, de dire qu'il faut que l'économie, la mondialisation viennent. C'est l'économie qui tire le social, c'est l'économie qui tire le sociétal. Il faut des commandes et de la compétitivité et du cash. Si vous n'avez pas de commandes, de compétitivité, de cash, vous ne pouvez ni embaucher, ni former, ni innover, ni investir. Il faut revenir aux bases. Et donc la compétitivité, c'est le coût du travail, c'est le coût de l'énergie, c'est le coût de la fiscalité, c'est le coût de l'environnement, c'est le coût de l'euro fort, c'est très important. On va en parler, oui. Donc ce coût-là, ce sont des coûts de facteurs exogènes. Et ces facteurs exogènes, c'est au gouvernement de nous régler ces problèmes-là. Ensuite, vous avez la compétitivité hors coût. Celle-ci, c'est la nôtre, c'est celle qu'on maîtrise, dans laquelle vous retrouvez l'innovation, vous retrouvez l'excellence opérationnelle, vous retrouvez l'automatisation qui n'a pas été bien faite depuis 10-20 ans en France, vous retrouvez les hommes, la formation permanente, le management, la mobilisation, l'employabilité. Tout ça, ce sont des critères de compétitivité où il faut nous faire confiance. C'est notre travail. Enfin, vous faire confiance, à vous d'ailleurs plus particulièrement, Pierre Gattaz, si je vous comprends bien, parce que vous estimez que pour faire face à vous écouter, à ces grands défis économiques, vous seriez l'homme de la situation. Et puis vous pensez aussi, et on l'a souvent lu en regardant vos interviews, que vous êtes l'homme de l'unité. Vous pensez que vous pouvez incarner l'unité du patronat. Vous avez pourtant peu de grands noms derrière vous aujourd'hui. Mais oui, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails, des textos, qui m'appellent en me disant « Pierre, c'est superbe, il faut un chef d'entreprise opérationnel à la tête du MEDEF ». Je dis, écoutez, merci, etc. Vous savez, je me suis déclaré il y a 15 jours ou 3 semaines, ça va monter progressivement. Je pense que là, je vais faire beaucoup de terrain aussi pour essayer de mieux comprendre ce que veulent les chefs d'entreprise de terrain, même si je sais à 90% ce qu'ils croient. Bon, progressivement, ces soutiens vont se mettre en place. On est encore au début de la campagne quand même. Alors, y a-t-il donc urgence aujourd'hui, plus spécialement dans le domaine industriel? Êtes-vous satisfait du pacte du crédit impôt dans le pacte de compétitivité? 20% pour l'industrie, 4 milliards, voire plus, si on ajoute les services aux entreprises. Bon, certains estiment quand même que la cote est mal taillée, trop lente dans ses effets. Écoutez, qu'en pensez-vous? Le côté positif, c'est qu'il y a une très bonne séquence, rapport Gallois, CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. On a salué cette séquence. 20 milliards sous forme de crédit d'impôt, c'est un premier bon pas, on va le saluer, on l'a salué. Mais vous voulez plus. Mais il faut 50 milliards. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, tous les calculs que nous avons faits avec le MEDEF, l'UMM, le GFI, nous font arriver entre 30 et 80 milliards pour rattraper
Et comment vous arrivez à ces 50 milliards quand on voit la difficulté, effectivement, de trouver ces 20 milliards, et encore, on joue un peu sur la trésorerie, puisqu'il y aura des décalages. On avait proposé, si vous voulez, de jouer sur la TVA et la CSG, qui sont des impôts à assiette large, notamment la TVA. On sait qu'un point de TVA, ça doit représenter 8 milliards. Un point de CSG, c'est 11 milliards. Je pense qu'il est important d'utiliser, en effet, de transférer cette fiscalité sur le coût du travail, non pas de baisser les salaires, surtout pas, parce que les gens parfois pensent à la baisse des salaires. C'est surtout pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut garder les salaires au même niveau net, voire les augmenter un petit peu, pourquoi pas, mais c'est surtout de baisser ces charges qui sont entre le salaire que paye le coût du travail et ce qu'empoche le salarié. Donc en effet, il y aurait des transferts à faire de ce coût du travail sur la fiscalité de consommation. Ce qui permettrait de renchérir d'ailleurs les produits d'importation. Si vous voulez, pour des raisons politiques, la TVA n'a pas été retenue. Vous savez qu'on a une TVA qui est dans la moyenne européenne plutôt basse. Il y a des pays qui ont des TVA à 25%. Donc il y a des marges de manœuvre et vous pensez qu'on peut remettre sur la table, du moins si vous étiez élu, cette question de la TVA sociale avec peut-être une oreille plus compatissante, plus bienveillante du gouvernement. Mais je crois, si vous voulez, que l'économie, encore une fois, il faut que nos élus, que nos gouvernants comprennent que l'économie, c'est la base de tout aujourd'hui dans le monde. Alors, si vous avez une économie qui marche bien, de conquête, de compétitivité, vous pouvez créer des emplois, vous pouvez former des gens, vous pouvez prendre des jeunes. Tout marche bien avec l'économie. Les périodes de croissance sont des périodes magnifiques, merveilleuses, on en a connu en France. Les périodes de décroissance sont très difficiles à gérer. Or, il y a des tas de défis pour nous, Français. D'abord, je voudrais retenir les Coréens et les Chinois qui n'avaient rien il y a 30 ans. Ils n'avaient pas d'industrie. Ils ont développé des filières fantastiques, notamment les Coréens, où ils sont premiers au monde, dans les écrans plats, dans le nucléaire, dans le ferroviaire, dans les voitures. C'est extraordinaire. Mais je voudrais revenir à la TVA sociale. Excusez-moi, je vous interromps. Je voudrais revenir à la TVA sociale. Vous pensez que politiquement, on a la marge et que vous auriez l'envergure pour que le dossier revienne sur la table? Je crois que ce sera de la pédagogie. Ce sera, vous parlez de MEDEF de rassemblement, oui, je veux un MEDEF de rassemblement. Il y a des instituts, il y a des think tanks, il y a des gens exceptionnels qui travaillent en France, qui ne partagent pas forcément bien, je dirais, leurs propositions. Moi, mon rêve, si vous voulez, c'est un MEDEF d'unité, qui dépasse les petites querelles, les gauloiseries ou les querelles de clochers, si vous voulez, qu'on voit de temps en temps. Il faut un MEDEF rassemblé. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays dans le monde et la guerre est mondiale, la guerre économique, le positionnement de la France, nous devons être très forts entre nous. Et je crois que sur ces sujets aussi importants que la TVA, que le rôle de l'État, que les problèmes de retraite, que les problèmes de protection sociale, que les problèmes de rôle de l'Europe aussi, il faut qu'on ait des doctrines qui soient clairement expliqué, de telle façon, si vous voulez, que sur ces sujets-là, on puisse apporter des propositions, des argumentaires. Aujourd'hui, alors on le fait, bien évidemment, on ne l'a pas fait suffisamment fortement. En tout cas, il y a un rôle politique qui est encore important en France et malheureusement, je dirais qu'il faudrait que l'économie supplante la politique. Je sais, on peut être de gauche ou de droite, mais l'économie reste une base forte. Alors, Pierre Gattaz, cette bonne séquence du gouvernement dont vous venez de nous parler, est-ce qu'elle pourrait durer? Est-ce qu'elle pourrait s'incarner, par exemple, avec Arnaud Montebourg et les accords de compétitivité? Votre entreprise travaille pour l'automobile, jugés cruciaux par certains. Vous la voyez durer, cette divine bonne séquence qui n'était finalement pas attendue quand on voit la tension qui a pu régner entre les entrepreneurs au sens large et le gouvernement? Écoutez, j'espère. Il y a eu une très mauvaise séquence qui était le PLF 2013, avec tout ce problème de fiscalité que j'ai considéré comme revancharde, dogmatique, anti-économique, alors que la fiscalité devrait être incitative, pro-économique. Ensuite, il y a eu le rapport Gallois, bien mieux. Il y a aujourd'hui, le crédit. Je pense qu'il y a le crédit impôt qui va dans le bon sens. Vous savez, si vous bafouez les règles de l'économie, elles vous rattrapent. C'est ce qui s'est passé en 81. Et en 83, je dirais, il y a eu une marche arrière à 180 degrés. Heureusement. Ce que j'espère aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le gouvernement de François Hollande va de plus en plus intégrer, je dirais, ces problèmes économiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le problème, si on ne les intègre pas, eh bien, on va avoir ces problèmes de déficit énormes, on va avoir un problème d'endettement énorme, on ne va pas respecter les 3% et on va avoir des problèmes qui vont s'aggraver. Mais en même temps, Pierre Gattaz, il dit, on l'a vu avec le discours de Strasbourg, qu'il faut peut-être remettre la pédale douce aujourd'hui sur trop d'austérité, qu'il faut certes de la compétitivité, ce sont ces mots, mais il faut du discernement par rapport à ça. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une espèce de recul en arrière par rapport à ce que vous appelez
de vos voeux? Écoutez, je crois que le gouvernement est obligé de manœuvrer quelque part entre nos souhaits de chefs d'entreprise, si vous voulez, qui sommes dans une bataille mondiale, nous sommes les fantassins de l'économie, et avec de la souffrance, avec des sociétés qui licencient, et par ailleurs, en effet, des électeurs qui ont voté pour un programme. Bon, je crois qu'il y a toujours en politique un chemin étroit, mais ceci étant dit, j'espère, et je vois j'ai vu ce matin encore 2 ministres, ils ont un discours qui est économique parce qu'on n'a plus le choix, si vous voulez. Je crois qu'on n'a plus le choix. Alors, d'autant plus que l'euro est à son plus haut là, depuis mi-2011, donc à 1,35, la parité euro-dollar, et que là aussi, de nouveau, des voix s'agitent pour dire que l'euro est trop fort et que ça pourrait, en quelque sorte, annuler nos efforts vers plus de compétitivité et de redressement des comptes. Vous partagez cette inquiétude, vous travaillez, je l'ai dit, vous dirigez Radial, qui fait de la connexion, notamment aéronautique. On sait que dans l'aérien, le taux de change est absolument crucial. Oui, parce que le marché final est libellé en dollars. Or, dans la filière aéronautique que je connais bien, un différentiel de 10 centimes entre l'euro et le dollar fait que les marges descendent de 2 points. Louis Gallois avait exactement le même discours chez EADS. Et d'ailleurs, il était l'invité de Xerfi Canal chez notre ami Jean-Michel Quatrepoint. Et il a dit que le danger de l'euro, en quelque sorte, c'était l'euro fort. Alors, exactement. Et je crois que les Allemands commencent à comprendre ça face au yen faible. Ce qui est curieux, il faut regarder, je dirais, l'industrie allemande par rapport à l'industrie française. L'industrie française fonctionne avec l'aéronautique, fonctionne avec l'automobile, avec le luxe. Les Allemands, aujourd'hui, en fait, sont plus concurrents des Japonais. Lorsque le yen descend face à l'euro, là, ils commencent à se préoccuper et à s'inquiéter de l'euro fort. Nous sommes, en France, beaucoup plus sensibles au dollar faible. Par conséquent, nous sommes en train de nous rejoindre et je crois que l'euro fort, c'est très mauvais pour les exportateurs que nous sommes. Si on veut développer l'exportation, si on veut développer le commerce extérieur, il y a un niveau au-delà duquel tous les efforts de productivité que l'on fait peuvent être anéantis en quelques jours ou quelques semaines. Ouais. Alors, j'aimerais vous soumettre à la réflexion un chiffre qui m'a frappé. Seuls 19% des responsables achats, selon une enquête faite par le cabinet Agile Bayer auprès de 466 responsables, seuls 19% disent favoriser le Made in France. En Allemagne, on serait à 80-90%. Est-ce qu'on peut, avec ce raisonnement-là, et ils sont toujours dans une logique de compétitivité coût, bien évidemment, redresser la barque quand il n'y a que 19% qui jugent qu'il faut défendre en quelque sorte ou donner priorité au Made in France? Bon, on rejoint un peu la marinière de Montebourg. Moi, je suis assez d'accord avec le Made in France. Je suis assez d'accord avec le patriotisme économique. Sans distordre la concurrence. Je suis d'accord. Et est-ce que le patronat le met suffisamment en avant, ça, ou pas? Je crois qu'on peut le mettre encore plus en avant. À travers quoi? À travers le Made in France qui doit représenter des produits de qualité, livrés à l'heure, au bon prix. C'est ce que font les Allemands, si vous voulez, lorsque vous prenez une voiture comme l'Audi, qui n'était pas très bonne voiture il y a 20 ans. Ils ont arrivé, grâce, je dirais, à une ténacité industrielle, à maîtriser les processus, la qualité. Oui, mais ça, c'est un écosystème, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un écosystème, bien évidemment, c'est un écosystème et les Allemands sont beaucoup plus forts que nous. Ils chassent en meute, comme j'aime le rappeler. Lorsque vous avez des Allemands à Shanghai, à Valparaiso ou ailleurs, ce sont des groupes d'Allemands. Et ça, vous allez dire, si vous êtes élu à la tête du MEDEF, à vos amis du CAC 40, dont on dit qu'ils ne font pas suffisamment profiter les PME en tant que donneurs d'ordre, qu'ils leur serrent les coups, sans vous vous souvenez du surnom de Carlos Ghosn. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ce sujet-là, notamment par le Pacte PME, c'est une association à laquelle j'appartiens d'ailleurs, pour essayer de susciter des travaux communs. Et c'est un travail qui est fait depuis 2-3 ans. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Vous avez parfaitement raison qu'on est loin de l'optimal. Il faut continuer ce travail. Je crois que là aussi, les acheteurs français ou certaines sociétés, certains services d'achat, on doit continuer de travailler avec eux pour faire en sorte qu'il y ait un peu de soutien de cet écosystème qui est très précieux. Par ailleurs, il faut aussi que les PME, les ETI que nous représentons, comme fournisseurs de ces grands du CAC 40, soient bons en innovation, investissent. Donc je dirais que c'est du donnant-donnant. Les grands groupes ont quand même une responsabilité forte. Je suis assez optimiste que ça aussi, c'est un sujet qui va falloir travailler continuellement. Alors, en parlant, Pierre Gattaz, d'écosystème, ce qui se passe actuellement en matière syndicale vous inquiète-t-il entre ce qui se passe chez PSA, à Aulnay, Goudière, à Amiens, avec donc une partie de la CGT qui pourrait être tentée
par des voix extrêmes. Vous pensez que ça pourrait durer ou que c'est en quelque sorte un baroud d'honneur et que les choses sont actées sur aujourd'hui, qu'il y a la perception que quand il faut fermer, on ferme ou pas? Ou que ça pourrait revenir là aussi continuellement sur le terrain et en quelque sorte empoisonner le débat? Écoutez, je crois que ce sont des drames, mais ce sont souvent des drames de l'immobilisme. Je m'explique. Les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter. Elles s'adaptent. Pourquoi elles doivent s'adapter continuellement? Parce que nous sommes sur des marchés qui évoluent en aval, les marchés évoluent, les besoins des clients évoluent, et les technologies en amont évoluent. Donc vous vous retrouvez dans un système. Oui, bien sûr. Et je crois. Mais vous voyez cette situation durer ou pas? Cette situation qui pourrait pourrir en quelque sorte, moisir et aller encore une fois vers des extrêmes qu'on ne connaît pas. Ce que je vois, c'est que les sociétés, l'automobile malheureusement a été souvent contraint, d'ailleurs par des directives politiques, par des postures politiques, pour ne pas s'adapter à la vitesse où il aurait fallu le faire. Et ces drames que l'on voit, ce sont des manques d'adaptation qui auraient dû être faits il y a 5 ou 10 ou 15 ans. Les entreprises qui ne s'adaptent pas se retrouvent dans ces situations-là. Et en effet, avec des drames humains, avec des syndicats qui s'arc-boutent. Et c'est pour ça que la fameuse négociation sur la flexi-sécurité signée le 11 janvier est très intéressante, parce qu'elle permet justement de dire on a un problème conjoncturel, on peut le travailler au niveau de l'entreprise. Et on essaie d'avoir un accord majoritaire. Et on essaye d'avoir un accord majoritaire au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est très important, parce que les entreprises sont des cas particuliers. Et si c'est plus structurel, comme l'automobile, où il faut déployer beaucoup plus d'innovation, et c'est des problèmes quasiment de filière, eh bien l'adaptation doit se faire aussi. Et je crois que ce qui est important, c'est l'employabilité de nos salariés. C'est ça qui est très important, parce que je comprends parfaitement un salarié qui est dans une filière, qui va perdre son boulot, et je comprends parfaitement son stress. Ce qui est important en France, c'est de faire en sorte que cette personne comprenne qu'il va peut-être être dans 5 ou 6 ou 7 entreprises pendant toute sa vie, qu'il va peut-être changer de métier. Moi-même, à Radial, si vous voulez, ce que j'essaie de faire, c'est que mes salariés soient employables. Parce que si j'ai un problème avec l'aéronautique, qui peut tomber. Les télécoms, c'est une filière qui est tombée en 2001. Et ben vous vous retrouvez avec des gens à recaser ou à licencier. Cette adaptation permanente est très importante. Alors, cette adaptation permanente, et on va conclure avec ça, est-ce que la réforme de l'UNEDIC pourrait la favoriser en incitant les gens à retrouver plus facilement, si tant est que ce soit possible, un emploi, au motif que les indemnités seraient abaissées, y compris, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans votre réponse, Pierre Gattaz, pour les cadres. On dit qu'elles sont très élevées en France. C'est élevé, on est plus élevé que la moyenne scandinave ou en Allemagne. Absolument, on est plus élevé que la moyenne européenne, et c'est clairement plus élevé. Là encore, si vous voulez, il ne faut pas gréver les coûts des entreprises. Donc tout le problème, c'est que ces cadres qui ont une expérience, qui ont une formation, qui peuvent apporter de la plus-value à d'autres entreprises ou à d'autres filières, puissent se transférer, puissent s'adapter. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur le transfert de ces cadres qui ont été licenciés dans une entreprise parce qu'elle a un souci conjoncturel, structurel, et de continuer. Et de faire en sorte qu'ils retrouvent facilement donc un emploi, absolument, parce qu'ils sont employables. Donc ça veut dire que vous seriez prêt à réfléchir à une baisse des indemnités pour les cadres. Écoutez, c'est une négociation en cours, sur 2013 je crois. Ça sera une négociation 2013. Voilà, il faut laisser faire. Ce que je dis, c'est qu'en effet, il faut susciter les gens à vouloir retravailler. Et il y a par contre les aider et recréer des marchés nouveaux. Et c'est là, je crois, que les filières du futur, la France a des défis à prendre sur les filières du futur, sur la santé, la sécurité, le développement durable, l'efficacité énergétique, pour que ces gens-là, justement, puissent retrouver dans de nouvelles filières du futur des nouveaux emplois. Bon, merci d'avoir été en notre compagnie. Beaucoup de défis, si je vous comprends bien, beaucoup de choses vers lesquelles se projeter si donc vous étiez élu à la tête du MEDEF. Merci Pierre Gattaz d'avoir été l'invité d'Exerficana.